Ok, on va parler un petit peu d'Israël et de la Palestine. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais hélas, hein, effectivement, on en parle un petit peu moins de temps en temps, après en avoir parlé énormément pendant 2 ans par rapport au génocide à Gaza. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, évidemment, vous le savez. Simplement, il faut continuer d'en parler. C'est important, même si la séquence change et que médiatiquement, bon, voilà. Euh, c'est important de continuer d'en parler. Donc là, on va en parler aujourd'hui et notamment, on va lire un article sur la colonisation et même l'annexion, pardon, de la Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, c'est une partie de la Palestine. En gros, c'est coupé en deux et c'est même pas relié, hein, les territoires palestiniens. Donc il y a Gaza d'un côté, donc on en a énormément parlé depuis 2 ans, parce que c'est là où il y a le génocide gazaoui qui a, quoi. Et à côté de ça, il y a la Cisjordanie. Donc c'est tout un territoire beaucoup plus grand qui est à l'est, oui, à l'est d'Israël, entre la Jordanie et Israël. Et donc, du coup, il y a une colonisation active, et même selon les propres critères d'Israël, ils appellent ça la colonisation. En anglais, on dit les settlers, c'est les colons israéliens qui viennent et qui, petit à petit, virent des Palestiniens de leurs terres, volent leur maison, leurs terres, et s'installent là, dans un processus de colonisation tout à fait assumé, quoi. Même en Israël, ils parlent de colonisation de la Cisjordanie. Voilà. Et donc, le pouvoir, l'extrême droite religieuse totalement zinzin, type Smotrich et Ben Gvir et tout, ils sont proactifs pour soutenir les colons, etc., etc. Et ils sont présents au gouvernement Netanyahou, qui est lui aussi proactif pour soutenir les colons, etc., etc. Et donc là, on passe dans une phase où apparemment, ça commence à parler d'annexer purement et simplement la Cisjordanie, ce qui voudrait dire parachever un petit peu cette entreprise de colonisation de la Cisjordanie pour vraiment l'annexer et en faire Israël, quoi. Tout simplement. Avec cette logique génocidaire, finalement, de déplacement de la population, et cette logique de tuer dans l'œuf la possibilité même d'un État de Palestine. Voilà, et d'essayer de forcer un maximum de Palestiniens à fuir ces terres-là pour se les réapproprier. C'est vraiment un processus de colonisation, mais tout ce qu'il y a de plus basique finalement, quoi. Des colons arrivent, volent des terres, armes à la main, et voilà. Et après, c'est l'occupation, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, ça bouge un petit peu du côté de la Cisjordanie, dans le mauvais sens du terme. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à ça en lisant cet article. Voilà. Donc, c'est un article de Mediapart, Clotilde Mravko, sur la Cisjordanie. Donc, on y va. Alors, je vous montre juste un petit peu la carte pour commencer, ça sera pas mal. Non, hop là, je vais mettre en F11 ici. Donc là, en vert, c'est les territoires palestiniens. Vous voyez, Gaza ici, totalement enclavé sous blocus, le génocide, etc., etc. Et l'autre partie de la Cisjordanie, c'est toute cette de la Palestine, la Palestine, c'est tout ça en réalité. Vous voyez, mais l'autre partie des territoires officiellement palestiniens, c'est ici, c'est en vert, quoi. Et donc il y a des zones qui sont grignotées petit à petit. Des territoires qui sont sous contrôle palestinien sont de moins en moins sous contrôle palestinien finalement. Ouais. Donc il y a plusieurs zones, etc., etc. Donc on va s'intéresser à ça et à voir comment le gouvernement actuel d'alliance entre Netanyahou et l'extrême droite. Quand je dis l'extrême droite israélienne, c'est selon les critères d'Israël, hein, parce que Netanyahou, c'est un fasciste. Voilà, qu'on se le dise, évidemment. Mais l'alliance entre Netanyahou et ceux qui sont encore plus à droite que Netanyahou, à quel point voilà, quoi, ils font ça. Tout ça à cause de Rothschild. Non. Alors quoi, ça, tout ça à cause de Rothschild, c'est pas juste à cause de. Je comprends pas trop ce que ça veut dire là. Non, tout ça à cause de la création de l'État palestinien et de le fait que Israël soit l'allié des pays occidentaux et que l'État-nation Israël a été fait à un moment donné dans l'intérêt aussi de l'impérialisme occidental et européen, de mettre un petit bout d'Europe au Moyen-Orient avec des intérêts économiques derrière. C'est la faute à ça. Ramener ça, c'est la faute des Rothschild. C'est une explication qui est assez peu convaincante en réalité, quoi. Même si quand on regarde dans le sionisme, avant même la création de l'État de Palestine en 1948, à l'époque de vraiment Théodore Herzl, la fin du 19e siècle, effectivement, la famille Rothschild en Europe fait partie de ceux qui ont soutenu le début du sionisme moderne, au tout début du 20e siècle, fin du 19e siècle, avant la création de l'État d'Israël. Donc oui, mais ramener tout ça, juste c'est la faute de Rothschild, non. C'est beaucoup plus... C'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. Attention avec ce genre de discours, je trouve. Bref, allez, c'est parti. Israël avance vers l'annexion formelle de la Cisjordanie. De nouvelles directives étendent le contrôle israélien à des zones jusqu'alors dans le giron de l'autorité palestinienne. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, entend ainsi, je cite, tuer l'idée d'un État palestinien, alors qu'Israël accélère sa colonisation, galvanisée par l'inaction internationale. Voilà, donc Bezalel Smotrich, c'est ce que je disais. T'as 2 ministres qui sont considérés vraiment comme les ministres d'extrême droite, et c'est un truc relativement inédit que cette tendance politique-là soit représenté au gouvernement israélien, et c'est Bezalel Smotrich d'un côté, et alors c'est 2 partis, ils sont pas dans le même parti, je sais plus exactement, et l'autre c'est justement c'est Ben Gvir. Ok, donc j'en parlais. Bezalel Smotrich, c'est le ministre des Finances, mais c'est un des pires du gouvernement israélien, et c'est vraiment eux, ils sont officiellement pour le projet du grand Israël, avec une vision messianique de tout ça, pour vraiment virer l'intégralité ou tuer l'intégralité des Palestiniens sur ces territoires, pour faire le projet de grand Israël, pour des raisons messianiques et purement, entre autres religieuses, quoi. Donc vraiment, c'est ce qui se fait de Pierre Smotrich, et cette ligne-là prend de l'ampleur de plus en plus
au sein d'Israël, au sein du gouvernement, mais aussi dans la population, hein, parce que c'est sur la base d'élections législatives, tout ça. Et voilà quoi. Et donc, du coup, c'est de pire en pire, y compris en Cisjordanie. La colonisation en Cisjordanie s'accélère et on va presque vers une annexion de la Cisjordanie, sachant que Smotrich, historiquement, défend officiellement l'annexion totale de la Cisjordanie, quoi. Voilà. Et Ben Gvir, il organise des distributions d'armes aux colons. Voilà, tout à fait. C'est vraiment, eux, c'est ce qui se fait de pire, même selon les critères israéliens, quoi. Voilà. Donc, eux, ils sont proactifs plus dans la colonisation et même l'annexion de la Cisjordanie, qu'ils souhaitent de leur vœu depuis toujours ouvertement, quoi. Donc, c'est précisément ça de l'article dont l'article parle, parce que du coup, bah, ça avance de leur côté et ils sont en train de faire avancer leur projet bien tranquillement en se basant sur l'inaction internationale, effectivement. Sachant qu'en plus, on a beaucoup été centré sur Gaza. Dernièrement, on va dire toutes les prises de position qu'il y a eu, etc. On a quand même beaucoup plus parlé de Gaza à cause du génocide, et c'est normal, que de la Cisjordanie. Et c'est presque comme si c'était en mode genre, oulala, bon bah go Cisjordanie à fond, parce que ça, on en parle moins. Et apparemment, la communauté internationale n'en a rien à foutre, quoi. Parce que bon, bon, après, c'est des prises de parole qui n'engagent rien, qui n'engagent en rien. C'est toujours la même chose. En vérité, c'est de la posture de merde, etc., etc. Mais quand même, la communauté internationale a fini par un peu. Quand on dit la communauté internationale, c'est l'Occident, hein. Voilà, c'est les pays occidentaux, qu'on soit bien clair. A commencé à un peu plus parler de Gaza, du génocide, etc. Parce que, bah, voilà, parce qu'il y a eu un grand mouvement de soutien à Gaza et à la Palestine, hein. Ça s'est pas fait automatiquement, ça s'est pas fait tout seul. Mais du coup, c'est vrai que la Cisjordanie, tout le monde s'en bat les couilles, hein. En tout cas, voilà, en Occident, les différents dirigeants occidentaux, ils ne parlent jamais de la Je ne Cisjordanie. sais pas ce que c'est Là-dessus, ils que le s'en super battent les profit. couilles. Donc, bah, normal, hein, du coup, Israël s'en donne à cœur joie, presque comme si pendant que le monde avait les yeux rivés un peu sur Gaza, bah, les Smotrich, Ben Gvir et compagnie, ils se sont dit chouette, trop bien, ça fait diversion, comme ça on va pouvoir annexer la Cisjordanie pendant ce temps-là. C'est horrible, c'est infâme. Voilà. Le Grand Israël, c'est un projet qui englobe le Liban, la Jordanie, la quasi-totalité de la Syrie, une partie de l'Égypte et une partie de l'Arabie Saoudite. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en gros, Smotrich et compagnie, ce qu'on appelle l'extrême droite israélienne, eux, ils sont ouvertement pour un projet du Grand Israël pour des raisons messianiques, quoi. Vraiment, en mode, c'est la prophétie, quoi. C'est des immenses zinzins. Ils sont sur une ligne encore plus dure que celle de Netanyahou. Mais à partir du moment où ils sont alliés avec Netanyahou et que Netanyahou leur court après, de toute manière, en vérité, ça commence à être blanc bonnet et bonnet blanc, cette histoire. Alors, si Jordan Florentin écoute ça, ce n'est pas une insulte de raciste anti-blanc que je viens de dire. Donc en fait, tout ça, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes. From the river to the sea. Ouais, mais oui, ils sont en mode from the river to the sea, Israel will be without Palestiniens, quoi. Bref, quel enfer. Quel enfer. Allez, on va lire l'article. Dans les faits, la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, est déjà annexée. Tout à fait. Alors, 1967, c'est la guerre des 6 jours, c'est bien ça? Donc, c'est création de l'État israélien en 1948. Après, il y a eu la fameuse Nakba. Donc, c'est le grand drame à l'origine. Enfin, le grand drame palestinien où, en gros, tous les Palestiniens ont été virés de leur terre à l'occasion de la création d'Israël en 1968. Et derrière, il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre israélo-arabe. Et après, il y a eu la guerre des 6 jours avec un changement des territoires d'Israël qui ont étendu leur territoire à l'occasion de cette fameuse guerre de 1967 qu'on appelle la guerre des 6 jours, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi où la Cisjordanie, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis des bêtises, je crois que c'est à ce moment-là que la bande de Gaza a été séparée de la Cisjordanie avec aucun territoire sous l'autorité palestinienne qui les relie. Donc ça a été le début de l'enclave gazaoui telle qu'on la connaît actuellement et de l'isolation aussi de la Cisjordanie, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est à partir de 1967 que dans les faits la Cisjordanie est déjà annexée. Elle est sous occupation, mais il y a un semblant d'autorité israélienne, etc., etc. C'est compliqué. Voilà. Le seul Français qui parle de vrais sujets, merci à toi d'exister. Bon, en vrai, je suis pas le seul à parler de ça, hein, on peut pas dire ça. Mais bah écoute, merci, hein. Si j'avais du pouvoir d'achat, j'aurais payé du sub. N'hésitez pas à offrir un sub à Just Is Back. Voilà. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Je me dis putain, voilà. En plus, je me disais, il y a un moment donné, la séquence, on va passer à autre chose, il faudra continuer d'en parler. Et j'avoue, je l'ai pas trop fait, donc je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, on en parle, c'est important. C'est important. Ok. Donc du coup, dans les faits, la Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 est déjà annexée. Sur les cartes officielles israéliennes, la ligne verte qui sépare ce territoire palestinien de celui d'Israël n'est pas tracée. Elle n'existe pas davantage dans l'esprit de nombre d'Israéliens et d'Israéliennes. Chaque matin, au checkpoint, de longues files de voitures israéliennes passent d'ailleurs de la Cisjordanie à Israël, avec la même facilité que des Je ne sais automobilistes pas ce que c'est que le franchissent un super péage profit. sur une autoroute française. Tout un réseau de lignes de bus maille le territoire de la mer Méditerranée au Jourdain, reliant les colonies aux grandes villes israéliennes. Et là, le terme colonie, il n'est pas utilisé au hasard du tout. Enfin, de toute façon, pour parler de la colonisation israélienne, évidemment, évidemment. Mais je veux dire, officiellement, Israël utilise le terme de colonie. Je veux dire, eux-mêmes s'en cachent même pas qu'ils sont en train de coloniser la Cisjordanie. C'est littéralement des settlers en anglais. C'est la même chose, quoi. Voilà. Merci Vilgoupil, merci beaucoup Vilgoupil pour les 5 subs offerts. Let's go, let's go, let's go. Parce que souvent, il y a des gens qui sont en mode genre oui, mais parler d'état colonial pour Israël, à ce moment-là, on peut dire ça d'autres pays. Pourquoi on le dit que pour Israël?
Quand on parle de la Cisjordanie, Israël eux-mêmes utilisent le terme colonial et colon, quoi. Donc cet argument de oui, mais attendez, c'est bon, allez vous faire foutre, normalement, genre. Ils le disent eux-mêmes pour la Cisjordanie, ils s'en cachent même pas. Alors oui, ils disent pas coloniser Gaza. Normal, ils essaient de le raser avant de le coloniser. Bon, bah ça va. Quel enfer, hein, quel enfer. Bref, c'est quoi ça? Ah oui, la fameuse carte. El famoso carte de la Palestine. Parfait, ça sera l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. Merci beaucoup, Kron. Merci beaucoup. Donc, de 1900 à 1948, donc là, il y avait déjà le début du sionisme moderne, on va appeler ça comment, quand même, où ça a commencé à la toute fin du 19e siècle, tout début du 20e, avec Théodore Herzl, qui est le père du sionisme, etc. etc. Et donc les premières phases d'immigration et de présence juive en Palestine, alors il y avait déjà une présence juive en Palestine avant, mais qui était très réduite. Les premières phases d'immigration de juifs européens en Palestine, c'est à partir de la toute fin du 19e siècle, jusqu'en 1948. À cette époque-là, il n'y avait pas la création de l'État de Palestine, quoi. Au début, c'était même l'Empire ottoman jusqu'en 1918, et après, c'était la Palestine mandataire sous mandat britannique. Ok, donc ça, c'est, voilà, ils mettent de 1920 jusqu'en 1948. Donc la Palestine sous mandat britannique, c'est tout ce qui est en vert, normal. Et après, il y avait déjà des lignes de tracé avec des parties plus où il y avait une présence juive ici, derrière le gris, et le reste où c'était derrière les lignes vertes, où là, c'était vraiment État arabe. Mais tout ça, c'était avant la création de l'État d'Israël. C'est l'arrivée des premiers colons avant le plan de partition de 48. Voilà, tout à fait. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. C'était dès 48 que la Cisjordanie était séparée de Gaza. Dans mes souvenirs, il y a un moment donné où c'était relié ici. Mais ça devait être avant, où j'ai du tout whippin. Peu importe. Donc ça, de 48 à 67, c'est entre justement la création de l'État d'Israël en 1948 et la fameuse guerre des 6 jours en 1967. Donc on voit que voilà, tout en gris, c'est l'État juif et territoire conquis par Israël en 1948-1949. C'est ce qu'il y a en gris clair. Ouais, donc à l'occasion de la guerre israélo-arabe qui correspond à la Nakba et à la création de l'État d'Israël, du coup il y a du terrain qui a été grappillé et dès 1949, au final, on s'est retrouvé avec des territoires occupés juste ici, clac, Cisjordanie d'un côté, juste là, et Gaza de l'autre. Après 1967 et jusqu'en 1995, bon bah voilà, c'est à peu près le même découpage du coup, voilà, avec toujours la Palestine séparée en deux. Et depuis 95 jusqu'à maintenant, toute la Cisjordanie a été grignotée totalement, vous voyez, par la colonisation active des colons israéliens, tandis que Gaza, bah, c'est juste été mis totalement sous cloche, sous blocus, avec une tentative de génocide et déplacement forcé de la population. C'est même pas, ils envoient des colons là-bas pour grignoter petit à petit, c'est encore plus violent que ça, quoi. Voilà, donc voilà l'évolution là-dessus, et effectivement, la Cisjordanie, on voit que là où c'était relativement indépendant, donc c'est occupé, hein, c'était occupé, mais voilà, c'était pas grignoté de l'intérieur avec des endroits qui sont officiellement des colonies israéliennes, quoi. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que jusqu'en 67, c'était occupé par la Jordanie à côté et par l'Égypte. Et ça, c'était occupé c'était sous raccroché à l'Égypte, Gaza, et raccroché à la Jordanie, la Cisjordanie. À partir de la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, tout ça, ça devient des territoires occupés par Israël. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce qu'en 67, il y a un nouveau plan de partition qui assoit les conquêtes israéliennes de 49. Voilà, et c'est surtout la Cisjordanie et le Gaza passent sous occupation israélienne à partir de 1967, là où à l'époque c'était sous occupation entre guillemets jordanienne et égyptienne. C'est ça la différence entre avant 67 et après 67. C'est ça, j'avais un peu tout mélangé. Ok, voilà. En tout cas, depuis 1967, la situation est la même. La Cisjordanie est territoire occupé par Israël, Gaza est territoire occupé par Israël, et depuis 95, il y a une accélération et une mise en place petit à petit vraiment de la colonisation active de la Cisjordanie et d'un blocus meurtrier à Gaza, quoi. Voilà. Ok, merci pour la carte, Krone, ça permet de revoir. J'avais plus la nuance sur avant, après 67, mais non, c'est pas sur le contour territorial, c'est sur le fait que ça devient officiellement un territoire occupé par Israël et que c'est encore plus mis sous cloche par la puissance coloniale, quoi. Voilà. Hop là. Ok. Les colons, je cite, donc on revient à la Cisjordanie, les colons jouissent des mêmes droits et avantages que les Israéliens vivant à l'intérieur d'Israël. Rappelez d'ailleurs un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme publié le 7 janvier et qui met en évidence les discriminations entre Palestiniens et colons juifs en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Voilà, parce que en plus de ça, il y a Jérusalem qui est coupée en deux parties, la partie qui est censée être palestinienne et la partie qui est censée être israélienne. Et quand tu prends sur Jérusalem-Est, il y a une politique d'apartheid, de colonisation vénère avec des droits différenciés. Et voilà, quoi, les droits des Palestiniens ne sont pas garantis à Jérusalem-Est, alors que Jérusalem, en qualité de ville sacrée, était censée être séparée, partagée par les deux, quoi. Et au final, même ça, voilà, ce qui se passe en Cisjordanie, il y a quelque chose d'équivalent à Jérusalem-Est. Voilà. L'armée israélienne d'occupation mène des incursions quotidiennes dans les villes en zone A et B, censées être sous juridiction administrative de l'autorité palestinienne, selon les accords d'Oslo. Israël a déjà le plein contrôle sécuritaire et administratif de la zone C, qui représente 60% de la Cisjordanie, où se trouve l'immense majorité des colonies. Voilà, donc là, il y a un bug au niveau des couleurs un peu, parce que je suis en mode sombre. Mais en gros, voilà, tout ce qui est le plus clair là,
Tout ça, c'est d'ores et déjà, tout ça, c'est la Cisjordanie, et tout ça, vous voyez, toute cette zone-là, c'est d'ores et déjà sous occupation israélienne officielle, quoi. C'est déjà plus sous l'autorité palestinienne. Et le reste, c'est censé être sous l'autorité palestinienne, mais au final, il y a de la colonisation active d'Israël dans ces zones-là, quoi. Ok. Euh, D'accord. Donc voilà, photo. Il se passe comme ça. Des soldats israéliens escortent des colons lors de leur visite de la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie occupée le 30 janvier 2026. Et c'est vraiment des images d'occupation. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a vécu en Cisjordanie pendant un moment. Peut-être 2 ans que vous l'avez vécu en Cisjordanie ou un peu moins. C'est Paul Elec, que vous connaissez peut-être. J'avais parlé de ça avec lui à la fête de l'UMA. Il est en mode genre, moi, pour avoir vécu là-bas, c'est des trucs, c'est l'occupation, quoi. C'est vraiment l'occupation. T'es là, t'as des villes avec des soldats israéliens qui arrivent, qui n'ont pas les mêmes droits. T'es en mode, c'est l'occupation, quoi. Ni plus ni moins. Une occupation. Le ministre suprémaciste juif, Bezalel Smotrich, voilà, donc on en parlait tout à l'heure, je disais, l'extrême droite israélienne qui est pour un projet du grand Israël, messianique, etc. C'est aussi par ailleurs des suprémacistes juifs, tout à fait. Devenu une sorte de gouverneur de la Cisjordanie depuis février 2023, nourrit pourtant des rêves plus ambitieux. Galvanisé par ses troupes nationalistes religieuses, il prône au gouvernement l'annexion de jure de la Cisjordanie et plus largement une souveraineté juive sur l'ensemble du territoire compris entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, voire au-delà. Donc voilà, de la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, c'est tout le territoire palestinien / israélien. En fait, ça sera en mode, là, on veut que ce soit plus que Israël, basta. Voire au-delà, c'est ce fameux projet du grand Israël. Et là-dessus, il s'en cache pas. Il est en mode, voilà, une fois qu'on aura toute la Palestine, il va falloir continuer à s'étendre. Dimanche 8 février, Bezalel Smotrich a signé une nouvelle victoire. Son ministère des Finances, conjointement avec celui de la Défense, a annoncé une série de mesures qui renforcent le contrôle israélien sur la Cisjordanie occupée et devraient, je cite, modifier fondamentalement la réalité juridique et civile de ce territoire palestinien. Ok, donc voilà, donc là c'est le projet d'annexion qui semble se renforcer, quoi. Donc ça serait quoi la différence? Là, quand on parle de colonisation, c'est qu'il y a un côté où, quand on regarde la carte, voilà, il y a des zones, il y a différentes couleurs, vous voyez, dans la zone. Il y a des zones qui sont encore sous l'autorité palestinienne, alors ça se fait gratter et coloniser petit à petit, certes, mais l'idée d'annexion, c'est que là, il n'y a plus qu'une seule zone. Voilà. Là, tout est officiellement sous contrôle israélien, il n'y a plus l'autorité palestinienne du tout. Donc c'est pour ça qu'on peut séparer colonisation qui est un processus en Cisjordanie qui se fait petit à petit. Quand je dis petit à petit, c'est un processus qui se fait évidemment dans la violence, l'expropriation, la déshumanisation et tout ce qui va avec. Hein. C'est de la colonisation. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la différence avec l'annexion, c'est on fait ça sur l'intégralité du territoire et basta, quoi. Voilà pourquoi on peut séparer les deux termes. Donc il n'y a pas encore. De fait, c'est annexé parce que c'est sous occupation, mais il y a les territoires qui tiennent encore un petit peu, quoi. Vous voyez? Bref. Vous m'avez compris. Donc Israël va abolir des réglementations datant de l'époque où la Jordanie administrait la Cisjordanie, avant 1967, c'est ce qu'on vient de voir, et qui interdisait aux Juifs d'acheter des terres. Les Israéliens et Israéliennes, promet Bezalel Smotrich, pourraient devenir propriétaires sans passer par un long processus bureaucratique auprès de l'administration militaire chargée des affaires civiles dans les territoires occupés. Les cadastres ne seront plus protégés par des règles de confidentialité. Les potentiels acheteurs pourront contacter directement les propriétaires. Le journal israélien Haaretz s'inquiète des possibles falsifications de ces registres. Les colonies israéliennes sont pourtant illégales selon le droit international qui interdit le transfert d'une partie de la population civile de la puissance occupante vers le territoire occupé. Ok. Alors je connais pas si bien que ça le droit international, mais bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que le droit international, ça fait quand même 2 mois que tout le monde répète, enfin 1 mois, depuis le kidnapping de Maduro par les États-Unis et depuis que Trump a fait son gros coup, etc. Tout le monde en mode genre, le droit international, c'est dead de toute manière. Tout ça, c'est une chimère. Ça sert à rien de tenter de courir après. Tout ça, c'est une histoire qu'on se raconte tous collectivement. Bah évidemment, quand c'est le discours et que Trump participe à faire assumer à tout le monde que le droit international, au final, tout le monde s'en bat les couilles et que c'est la fameuse loi du plus fort. On a parlé que de ça pendant 1 mois, y compris nos responsables français. Bah, je veux dire, le droit international par rapport à la colonisation de la Cisjordanie, mais genre évidemment, c'est inentendable par rapport à ça. Ils en ont rien à foutre. Smotrich, Israël, ils ont qu'à dire ok, bon, on va annexer la Cisjordanie, de toute façon, qui va nous arrêter? Bah, effectivement, qui va les arrêter? Quel enfer. Hein. Quel enfer. Les autorités israéliennes devraient aussi administrer, désormais, le caveau des patriarches, mosquée d'Ibrahim pour les musulmans, à Hébron et la tombe de Rachel à Bethléem. Les 2 sites religieux sont situés dans des zones sous autorité palestinienne. Et ça, ouais, sur le symbolisme, entre guillemets, c'est quand même hyper important. De la même manière que vous voyez, Jérusalem, c'est juste ici. Normalement, c'est en mode bon, voilà, vu la qualité sacrée de la ville, t'as Jérusalem-Est qui est sous autorité palestinienne et le reste de Jérusalem qui est sous autorité israélienne. En mode, cette ville, elle est trop sacrée, voilà, on partage entre Israël et la Palestine, quoi. Donc il y a des trucs où, voilà, sur des endroits sacrés comme ça, il y a une importance toute particulière. Donc quand Israël est en mode genre ça, bah non, ça on annexe ça. Voilà, ça c'est trucs sacrés. C'est sacré à la fois pour les juifs et pour les musulmans, on s'en bat les couilles, maintenant c'est à nous, allez vous faire enculer. Voilà, je veux dire, il y a un truc en plus qui vient se rajouter à ça, quoi. Ça fait presque un siècle que les USA et Israël se torchent avec le droit international.
Ouais, mais t'as ce côté, tu vois, t'as ce côté, certes, c'est une fable qu'on se raconte, mais quand tu regardes typiquement la construction géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de l'ONU, certes, c'était une fable qui se raconte, mais t'as des trucs, ça a beau être une fable qu'on se raconte, le jour où on arrête officiellement de se la raconter, on monte d'un cran dans la violence et le n'importe quoi. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai avec le droit international. Ça a toujours été un peu une chimère après laquelle on court. Mais voilà, mais de dire déjà que ça existe, ça met un certain nombre de garde-fous. Quand on dit, mais de toute façon, ça n'existe plus officiellement, c'est presque encore pire, quoi. Encore pire. La Torah, c'est pas un cadastre? Quoi? C'est-à-dire quoi ça? C'est quoi le rapport avec la Torah? Sur les trucs de là, quand on parle de trucs de colonisation, de machin bidule, il me semble pas que ramener la question religieuse comme ça, à tout bout de champ, ce soit forcément la manière la plus pertinente d'analyser tout ça, quoi. Après, là, si, parce que je parlais des lieux sacrés, etc., et de Jérusalem-Est, tout ça, quoi. La Torah, c'est pas un cadastre, je comprends pas ce que ça veut dire. J'avoue. Je vois pas trop où tu veux venir avec ça. Hmm. Un peu comme le commentaire avec Rothschild tout à l'heure, en mode c'est quoi le rapport? C'est une fable qui a permis la décolonisation quand même. Le droit international, alors la décolonisation qui ça a permis, c'est que les peuples colonisés se sont rebiffés, quoi. Voilà. C'est pas juste, oh, il y a le droit international maintenant. Allez, l'Algérie n'est plus française. Bon, bah, il y a eu la guerre d'Algérie quand même. C'est le cas pour à peu près tous les pays décolonisés. La décolonisation, c'est fait dans la violence. Mais certes, l'émergence du droit international comme étant une règle qui régit les rapports géopolitiques, tout ça, et c'est fait d'un même élan que toute la phase de décolonisation, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être une fable qu'on se raconte, mais c'est pas tout à fait rien, quoi. Voilà. Attends. OK, Data Siaman. OK, moi je te posais la question, voilà, ça pouvait être tout à fait OK ce que tu dis, c'est juste vraiment je comprenais pas premier degré. Dans la Torah, il y a Dieu qui donne la terre d'Israël aux Juifs. Or, c'est pas un cadastre. OK, bon alors après pour le coup, les Bezalel Smotrich et compagnie, eux, ils se cachent derrière des raisons religieuses pour faire toute cette colonisation là, quoi. Mais enfin, il y a quand même un truc, c'est que si Israël colonise la Cisjordanie, c'est pas parce que c'est écrit dans la Torah. C'est parce que c'est un État colonial qui a été fondé comme ça pour des raisons historiques, parce que c'est un petit bout d'Europe au Moyen-Orient. Il y a tout un tas de gens qui se sont jamais encombrés de religion religieuse, tout un tas d'Israéliens qui se sont jamais encombrés de raisons religieuses pour aller coloniser la Cisjordanie, quoi. Donc, moi, faut quand même faire attention au discours qui consisterait à dire si Israël fait ce qu'ils font en Palestine, la colonisation, c'est parce que c'est écrit dans la Torah. Moi, je ne véhiculerai pas ce discours. Mais certes, effectivement, il y a une extrême droite sioniste religieuse, sachant que le sionisme religieux, à proprement parler, ça n'a pas été le sionisme dominant en réalité en Israël, quoi, quand on le regarde très concrètement. Donc, il y a quand même un discours qui pourrait consister à dire que oh, ça, ils le font parce que c'est écrit dans la Torah. C'est non. Voilà. Mais effectivement, quand on parle de l'extrême droite et de l'extrême droite sioniste religieuse, eux, ils se cachent derrière ça, mais ils le font avec des gens qui le font pas au nom de raisons religieuses, quoi. Tout ça, c'est avant tout des trucs économiques de colonisation, quoi. Voilà. C'est plutôt une excuse, la religion, comme dans beaucoup de conflits. Tout à fait. Tout à fait. Et un moyen d'embrigader. Un moyen d'embrigader et d'endoctriner, quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, allez, on passe à la suite de l'article. On était où? Ouais. Donc à Hébron, première ville de Cisjordanie, où les colons vivent au cœur de la cité, les Israéliens et Israéliennes n'auront plus à solliciter l'approbation de la municipalité palestinienne pour les permis de construire. Tout à fait. De manière générale, le cabinet de sécurité a justifié l'extension d'un contrôle israélien sur les zones A et B administrées par l'autorité palestinienne au nom des, je cite, infractions liées à l'eau, des atteintes aux sites archéologiques et de la lutte contre les nuisances environnementales polluant l'ensemble de la région. Oui, oui, oui. Oui, mon cul. Mon cul, c'est juste que vous voulez coloniser ces territoires et vous voulez annexer la Cisjordanie, ils s'en cachent même pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ces pseudo-arguments? C'est ridicule, quoi. Tu confonds tout ribot, le sionisme religieux et pro-Palestine, c'est le sionisme nationaliste qui sont génocidaires et colonialistes. Non. Non. Le parti de Bezalel Smotrich ou de Ben Gvir, je me souviens plus, un des deux, il s'appelle Parti sioniste religieux. Donc non. Ça, c'est un peu ce truc de dire ah ouais non, mais ceux qui sont vraiment religieux, comme ils s'appellent, comme Nature et Carta, eux ils sont pro-palestiniens et les autres machin. Non, c'est pas vrai. C'est faux ce que tu dis. T'as un sionisme nationaliste religieux qui sont génisères et colossianistes, des sionistes religieux et pro-Palestine, c'est pas vraiment des sionistes religieux à proprement parler. Il y en a pour des raisons religieuses, ils sont pro-palestiniens, quoi. Mais les sionistes religieux et pro-Palestine, non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le parti sioniste religieux, c'est un des pires partis israéliens actuels et c'est celui de Ben Gvir, je crois pas de Smotrich. C'est l'un des deux. Voilà. Donc non. T'as du tout Whippin avec les mecs comme Nature et Carta, là, qui sont des espèces de juifs ultra-orthodoxes, antisionistes, parce qu'il y en a qui sont antisionistes pour des raisons religieuses. Et souvent, ils sont mis en avant dans les manifs de gauchistes et tout. Ils sont même parfois un peu tokenisés par des gens qui connaissent assez mal le sujet. Bon, ainsi soit-il. Hein. Mais voilà, parce que et notamment, c'est des gars qui s'appellent la Nature et Carta. Bah ça, alors, Écharpe en parlerait beaucoup mieux que moi. Qui, eux, sont des antisionistes
mais pour des raisons religieuses et des raisons messianiques. Ils sont en mode genre, mais non, Israël ne devrait pas être fait maintenant, il faut attendre le retour du Messie avant de faire Israël. Mais le jour où eux, ils estiment qu'il y a le retour du Messie, t'inquiète pas qu'ils deviendront les plus sionistes des sionistes, quoi. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est un peu, pas du détail, mais ils représentent très peu de gens en vérité, Nature Cartail. Voilà, voilà. Bref, c'est peut-être avec eux que tu confonds, du coup. Voilà. Le sionisme, qu'il soit religieux ou nationaliste, c'est fondamentalement le soutien à l'existence d'Israël, dans quelqu'un qui est pro-Palestine. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Allez, on en est où? Je sais plus où j'en étais. Oui, ok. Les mesures annoncées sont un énième coup de canif dans les accords d'Oslo, qu'Israël a depuis longtemps cessé de respecter. Nous allons continuer à enterrer l'idée d'un État palestinien, s'est vanté Bezalel Smotrich. Mais ça, justement, les Macron et compagnie, qui ont reconnu un État de Palestine, super, super. Pourquoi vous prenez pas position par rapport à Bezalel Smotrich, ministre des Finances et homme fort du gouvernement israélien, qui dit nous allons continuer à enterrer l'idée d'un État palestinien, alors que la France a officiellement reconnu un État palestinien? Allô Macron, qu'est-ce que tu branles là? Prends position là. T'as pas de couilles ou quoi, Macron, la Manu Max? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé une intervention immédiate des États-Unis et du Conseil de sécurité des Nations Unies, dénonçant la confiscation des terres palestiniennes et, je cite, une tentative israélienne évidente de légaliser l'expansion de la colonisation. Le Hamas a invité les Palestiniens et Palestiniennes à intensifier la confrontation avec l'occupation et ses colons. Donc quand le Hamas parle de ça, il parle de la Cisjordanie, sachant que le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie, ils sont présents sur la bande de Gaza. Voilà. Jusqu'à présent, l'apartheid israélien s'inscrivait dans un système bureaucratique très sophistiqué, explique un responsable au sein de l'Institut palestinien pour les diplomaties publiques. Cela prenait du temps pour exproprier les Palestiniens. Ils arrivaient quand même à la fin, mais ça prenait du temps. Ces derniers pouvaient alors espérer gagner quelques années face aux expulsions, en multipliant les recours auprès de la justice israélienne. Même si l'issue ne leur était quasiment jamais favorable, la Cour suprême étant l'une des instruments de défense de l'apartheid israélien. Aujourd'hui, on n'a plus de temps. On assiste à l'accélération des processus législatifs et bureaucratiques, permettant à n'importe quel colon de pouvoir s'installer très facilement en Cisjordanie, poursuit cette source du PIPD. Ok, donc voilà, tout ça, encore une fois, c'est rien de nouveau, c'est dans la plus pure continuité de la politique coloniale en Cisjordanie depuis au moins 1967, qui s'est accélérée depuis 1995, là, comme il montrait dans la petite carte tout à l'heure. C'est dans la plus pure continuité, mais c'est quand même un cran qui est franchi où ça pérennise, on va dire, les moyens qu'ont les colons israéliens d'aller exproprier, voler les terres et faire toute leur saloperie en Cisjordanie, quoi. Voilà. Donc c'est dans la plus pure continuité, c'est juste un cran en plus, quoi. Voilà. Dans un communiqué commun, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Pakistan, l'Indonésie, l'Égypte, la Turquie, et jusqu'à l'allié arabe d'ordinaire le plus complaisant avec Israël, les Émirats arabes unis, ont condamné les mesures du cabinet annoncées dimanche soir. L'Union européenne a dénoncé un autre pas dans la mauvaise direction. Bon, ils l'ont fait à bas bruit, moi j'en ai pas trop entendu parler. Israël intensifie pourtant sa colonisation sans entrave. Sachant qu'au moment du plan de paix de Trump, il y avait tout un truc où justement dans toutes les négociations machin bidule, l'annexion de la Cisjordanie, c'était un peu en mode genre bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez un peu les mains libres, mais annexer la Cisjordanie, non, ça la fout mal si vous le faites maintenant. Pour des simples et bonnes raisons, c'est qu'il y a les fameux accords d'Abraham qu'avait fait Trump. Hein. C'est la grande réussite internationale de son premier quinquennat, selon ses propres critères. C'est l'accord d'Abraham qui est un accord de normalisation des relations entre Israël et tout un tas de pays arabes, comme par exemple l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Maroc aussi, ce genre de trucs. Et surtout, dans l'Arabie Saoudite n'avait pas signé les accords d'Abraham, mais il aimerait bien justement que il aurait bien aimé que l'Arabie Saoudite les signe. Il y a un truc comme ça, je suis plus tout à fait au fait, quoi, mais c'est lié aux accords d'Abraham. Tout ça de normalisation des relations entre Israël et pas mal de pays arabes, quoi. Voilà. Et donc du coup, il y avait ce côté où ça mettait un peu en péril les accords d'Abraham si Israël décidait d'annexer purement et simplement la Cisjordanie. Parce qu'il y a plein de pays qui les avaient signés ou qui s'apprêtaient peut-être éventuellement à la signer, comme l'Arabie Saoudite, qui est en mode genre ça c'est non par contre. Normalement, si tu veux que les accords d'Abraham ils soient un minimum respectés ou étendus, tu peux pas laisser annexer la Cisjordanie. C'était un des trucs dans l'équation par rapport au fameux plan de paix de Trump qui était un plan de paix de merde. Hein. Là, on voit bien à Gaza, il y a toujours des morts, il y a toujours des trucs alors qu'ils ont rendu tous les otages, machin bidule. Et en Cisjordanie, ça n'a rien changé, quoi. Mais là, voilà. Ça veut dire que limite, il y a eu le plan de paix de Trump. Smotrich, il a dit oh, je vais attendre 2 mois. Je vais attendre 2-3 mois, pas plus. Et puis après, hop là, il relance l'annexion officielle de la Cisjordanie. Donc il y a toujours un communiqué commun, etc., des pays de ces pays-là. Mais ça change rien, quoi. Voilà. Juste en mode ok, mais on va attendre un petit peu. On va le faire un peu plus discrètement par la suite, quoi. Bref, quel enfer. Quel enfer. En octobre, la Knesset, donc c'est le Parlement israélien, rappelle qu'Israël est une démocratie monocamérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre haute. Il y a juste la Knesset, le Parlement israélien. Il n'y a pas Assemblée nationale et Sénat, quoi. Bref. En octobre, la Knesset, le Parlement israélien, a voté en première lecture un texte ouvrant la voie à l'annexion de la Cisjordanie. L'ONU rapportait en décembre une nette augmentation des projets de construction de logements israéliens en Cisjordanie, avec des plans pour près de 47 390 unités de logements avancés, approuvés ou présentés. Des projets de construction de logements israéliens non, j'ai déjà lu.
présenté en 2025 contre une moyenne de 12 800 par an entre 2017 et 2022, avant l'arrivée au pouvoir de l'actuelle coalition. Donc la fameuse coalition avec Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui est quasiment le président par intérim de la Cisjordanie occupée, quoi. Ok, donc il y a quand même une grosse accélération. Entre 2017 et 2022, il y avait 12 800 nouvelles unités de logement de colons israéliens en Cisjordanie qui étaient mises. Et là, dans leur dernier projet, c'est 47 000 en un an. Donc il y a eu une grosse accélération de la colonisation israélienne qui s'est accentuée évidemment avec l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle coalition, quoi. D'ailleurs, pareil, dans le plan de paix de Trump, il y avait la question de si jamais le plan de paix de Trump était pas assez favorable à Israël, il y avait Bezalel Smotrich et Ben Gvir, les deux dont on parle depuis tout à l'heure, là on parle surtout de Smotrich, qui menaçaient de quitter la coalition au Parlement avec Netanyahou. Auquel cas Netanyahou aurait dû refaire une coalition avec le parti de centre-gauche, entre guillemets, qui est quand même un parti sioniste par ailleurs, hein, évidemment. Et donc du coup, voilà. Et donc la question de la Cisjordanie, la question de la coalition avec Smotrich et tout, c'était des trucs qui étaient dans l'équation avec le fameux plan de paix de Trump. Mais vraisemblablement, Israël a réussi à retomber sur ses pattes, la coalition continue et l'annexion de la Cisjordanie arrive petit à petit, quoi. Donc voilà. Quel enfer, hein. C'est désespérant. Et là, on voit bien, chiffre à l'appui, qu'il y a une accélération de la colonisation de la Cisjordanie. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à une annexion prochainement ? Peut-être. À Jérusalem-Est, annexée illégalement par Israël en 1980, une trentaine de familles palestiniennes, soit près de 175 personnes, sont menacées d'expulsion dans le quartier de Silwan, au pied de la vieille ville, rappelle l'ONG anti-colonisation Ir Amim. L'organisation parle d'un point de bascule pour ce quartier, dans un contexte de, je cite, violation meurtrière du cessez-le-feu qui continue à Gaza, d'augmentation de la violence des colons, de la saisie de leurs terres et de l'expansion des colonies sur le territoire palestinien occupé. 8 familles ont déjà été chassées de chez elles, à Silwan, et leur maison immédiatement investie par des colons israéliens. Faut voir la violence que c'est, quoi. C'est en mode genre, vous là, cette famille, vous dégagez, c'est notre maison maintenant. C'est de la colonisation dans son plus simple appareil, quoi. Si t'arrives, tu voles les terres, tu pilles, tu jartes les gens de chez eux et tu t'installes chez eux, quoi. La dinguerie, hein. La dinguerie. Face au génocide à Gaza, et alors que plus d'1 millier de Palestiniens et Palestiniennes ont été tués en Cisjordanie par l'armée ou les colons depuis le 7 octobre, les pays européens, dont la France, ont émis des sanctions ne ciblant que quelques colons, masquant la réalité d'une violence d'État. L'Union européenne est pourtant le principal partenaire commercial d'Israël. On le rappellera jamais assez. Voilà. Donc 1 millier de Palestiniennes tuées en Cisjordanie rappelle que si Israël s'est défendu d'avoir tué des dizaines, voire des centaines de milliers de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, et de faire un génocide à Gaza, c'est-à-dire, oui mais le Hamas, ils veulent tous nous tuer. On fait que se défendre, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Bon, vous nous avez cassé une dent, nous on a pris toute la bouche, toute la mâchoire, certes, mais c'est comme ça. Le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie. Donc comment Israël justifie qu'ils ont tué 1 millier de Palestiniens en Cisjordanie? Il n'y a même pas le Hamas là-bas. Ils l'ont fait après. Ils sont servis du 7 octobre pour tuer 1 millier de Palestiniens de Cisjordanie, alors qu'il n'y a même pas le Hamas là-bas. Ils ne peuvent pas utiliser l'argument qu'ils ont utilisé pour tuer les Gazaouis. Alors après, de toute façon, c'est un argument de merde. Genre, c'est selon les propres critères israéliens. Mais je veux dire, là-dessus, ils peuvent même pas se défendre de quoi que ce soit. Genre, c'est quoi leur logique pour se défendre d'avoir tué 1 million de Palestiniens en Cisjordanie? Rien. Ils ont même pas d'excuses pour ça. Bon, après, leurs excuses par rapport à Gaza, on voit très bien que petit à petit, on s'est dit oui, allez, ça ne prend plus. Mais genre là, ils n'ont même pas d'excuses pour la Cisjordanie. Ils s'en battent les couilles. Ils n'ont pas d'excuses parce qu'encore une fois, la colonisation de la Cisjordanie, même selon les critères israéliens, ils appellent ça la colonisation. Voilà, c'est de la colonisation, point à la ligne, quoi. Voilà. Et il y a des citoyens français parmi les colons, tout à fait. Et des binationaux franco-israéliens qui, on avait vu on avait vu des images de trucs, genre waouh. Ah ouais, le niveau d'embrigadement, le niveau d'endoctrinement, quoi, des Français juifs qui disaient je veux aller vivre en Israël et coloniser la Cisjordanie. Parce qu'ils ils ont été totalement endoctrinés par cette propagande sioniste, quoi, genre. Et tu vois, t'es en mode genre waouh, l'inhumanité, quoi, l'inhumanité du colon, quoi. Relire Frantz Fanon finalement, voilà. Bref, ok. La dissonance cognitive et la totale déconnexion entre les discours diplomatiques ou les solutions politiques proposées et la réalité sur le terrain sont de plus en plus claires, observe le responsable du PIPD. Israël accélère l'annexion, mais la communauté internationale se focalise sur la réforme de l'autorité palestinienne. Même si les tactiques entre guillemets des autorités israéliennes diffèrent selon les territoires visés, Gaza et la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, l'objectif reste le même, poursuit cette source: remplacer la population palestinienne. Et c'est là que le mot génocide prend tout son sens. Un génocide, c'est pas juste on tue plein de gens quelque part. Mais pourquoi on peut utiliser le terme de génocide ou de guerre génocidaire ou de dire qu'il y a des aspects génocidaires, y compris en Cisjordanie, on utilise moins le terme génocide. C'est parce qu'il y a l'idée d'un remplacement de population palestinienne. Ça peut être par le génocide à Gaza. En Cisjordanie, c'est pas une colonisation, c'est différent. Mais il y a le même but, c'est remplacer une population par une autre et les Palestiniens, cassez-vous de vos terres, quoi. Voilà.
Et donc, le déplacement forcé de population, le remplacement de population par une autre, ça s'inscrit dans une logique génocidaire, quoi. Voilà. Et cette logique génocidaire, elle existe à Gaza, parce que Gaza, quand tu regardes, c'est un génocide, mais elle existe même en vérité déjà en Cisjordanie, même si c'est moins violent, c'est moins, on va dire, spectaculairement génocidaire. Je ne sais pas si ce terme est le bon, vous voyez, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une continuité dans la logique de ce qu'il y a en Cisjordanie et dans la logique qu'il y a à Gaza. Et ce qui fait cette continuité, cette cohérence dans la politique coloniale israélienne, c'est cette idée effectivement de remplacer la population palestinienne. Voilà, voilà. Il y avait un documentaire où une meuf avait quitté Paris pour s'installer en Cisjordanie occupée. Oui, c'est à ça que je pensais. La meuf sort pas de sa voiture pour mettre de l'essence sans son arme. Tu parles d'un des pays les plus safe et riches du monde pour vivre dans Mad Max. C'est dire le niveau de tricks. Mais c'est encore pire. C'est que cette meuf-là, c'est en mode Israël est un état refuge pour les juifs. C'est en mode on ne peut plus être safe en France, il y a trop d'antisémitisme. Du coup, on va en Israël, état refuge pour les juifs. Je veux dire, la propagande israélienne auprès des juifs, y compris des juifs français, c'est là-dessus qu'elle se joue, quoi. La propagande sioniste et l'endoctrinement des juifs du monde entier, là on parle des Français, par le projet sioniste, c'est sur ce truc-là que ça se joue. C'est en mode genre, regardez, on a frôlé la mort avec la Shoah, ce qui est une réalité. Moi, je dirais jamais le contraire, surtout en tant que descendant de déportés, quoi. Donc ça joue sur cette corbe-là de dire vous êtes plus en sécurité nulle part, venez de notre état refuge israélien. Et c'est quoi l'état refuge israélien? C'est à Tel Aviv, tu te croirais dans Évangélion, le bordel, t'as des attaques, t'as le dôme de fer, t'as un immeuble qui fait... T'as un lance-missile en plein dans la ville qui sort et qui balance des roquettes. C'est ça l'état refuge? Allô? Il y a des lance-roquettes, des lance-missiles cachés directement dans la ville, à Tel Aviv, la plus grande des villes. T'es en mode genre, mais c'est pas un état refuge ça, c'est la guerre, c'est un état refuge parce que c'est la guerre en fait. C'est juste qu'ils ont des plus grosses armes que ceux d'à côté, quoi. Et donc des gens qui partent de France pour aller en Israël parce que c'est l'état refuge des Juifs et on n'est plus en sécurité nulle part, qui arrivent, qui vont coloniser la Cisjordanie et qui sortent pas de chez eux sans une arme pour aller, parce qu'ils ont peur de se faire tuer par des Palestiniens et qui disent je vais les tuer avant qu'ils me tuent. Mais t'es en mode mais wesh, mais le niveau d'endoctrinement et d'embrigadement, ça me fait mal au cœur, moi. Ça me fait mal au cœur en tant que Juif, parce que je suis que à moitié juif, on va dire, mais moi mon père est juif, etc., etc. On va dire que je suis suffisamment juif pour avoir mal au cœur quand je vois cet endoctrinement, vous voyez quoi. Oui, c'est littéralement le discours de Daesh, c'est la même chose. T'es en mode genre, waouh, la situation, c'est atroce. Et de voir effectivement des juifs français qui se trouvent à aller se barrer de France pour aller vivre cette vie-là, t'es en mode genre, mais waouh, la propagande sioniste, c'est une dinguerie, quoi. C'est là que tu vois ce que c'est que la nature du projet sioniste au final. En tout cas, du projet sioniste tel qu'il existe depuis au moins 1948, quoi. Voilà, peut-être qu'un autre sionisme moins colonial aurait été possible. Si le sionisme, ça veut dire l'établissement d'un État-nation juif, peut-être. Mais en tout cas, le sionisme réel tel qu'il existe depuis au moins 1948, tu vois, à travers ça, à travers là ce que je viens de dire, ce que tu viens de dire, Onibaku, tu vois la violence réelle et le côté absolument inhumain de ce projet-là, quoi. Quel enfer. Vraiment, c'est désespérant. C'est désespérant. Alors évidemment, c'est plus désespérant quand tu vois les Gazaouis mourir sous les bombes et de famine et que tu vois la colonisation en Cisjordanie. C'est ça qui est le plus désolant. C'est ça qui fait le plus mal au cœur. Et moi, il y a quand même un côté, et c'est aussi ma sensibilité par rapport à mon histoire familiale, etc., etc. Ça me fait mal au cœur de voir ce non-doctrinement, quoi. Je trouve ça, ouais, c'est tragique, c'est vraiment tragique de voir des juifs français qui se retrouvent endoctrinés dans ce délire. Moi, genre, mais c'est quoi ça? Comment on est arrivé là? On est arrivé là à cause de la propagande israélienne et de ce projet-là, quoi. C'est tragique. Quel enfer. Bref. Mais évidemment, c'est tragique avant tout pour les Palestiniens, évidemment. Dans l'enclave du Sud, on finit. Dans l'enclave du Sud, le blocus puis le génocide, donc on parle de Gaza, ont poussé les plus aisés et les classes intellectuelles à fuir une vie devenue impossible. Le phénomène se répète en Cisjordanie. Les raids de l'armée, les arrestations, les routes bloquées et le chômage qui explose, les attaques de colons qui vident certaines zones de leurs habitants et habitantes palestiniennes, ont rendu le quotidien insupportable. Et les plus chanceux et chanceuses émigrent. Une annexion de jure devrait amplifier cette violence et cette expansion coloniale. Et en face, accélérer la disparition d'une société palestinienne riche et diverse sur ces territoires. Et c'est bien là tout le principe de la colonisation finalement, faire disparaître une culture, quoi. Je sais pas si c'est le principe ou si c'est la conséquence, mais c'est l'essence même d'une colonisation. Pourquoi c'est horrible la colonisation? Parce que ça fait disparaître des peuples et des cultures, quoi. Voilà. Mais il était bien cet article. Franchement, vous en pensez quoi? L'article était carré de fou, hein. Il explique bien tout, hein. Franchement, nickel, hein. Je connaissais pas Clotilde Mravko, je sais pas comment ça se prononce. Il est pas mal du tout l'article, hein. Voilà. Un autre article du 3 février, après avoir longtemps discrédité les chiffres palestiniens, Israël reconnaît, machin bidule. Franchement, il continue à faire pas mal d'articles sur Israël et la Palestine, hein, Mediapart, je trouve. Pas mal du tout. En tout cas, je trouve que c'était bien. Je suis assez content du discours que j'ai eu. Je trouve que j'ai bien réussi à en parler, etc., etc., quoi. Voilà, mais ouais, quelle horreur, hein, quel enfer. Elle se matérialise comment la propagande sioniste d'Israël en France?
spécifiquement auprès des juifs concrètement, bah, c'est surtout auprès des juifs quoi. Ça fait que la plupart des juifs en France ont un biais pro-israélien. Alors c'est pas tous en mode vive le génocide, vive Netanyahou quoi. Mais ne serait-ce que le juif français moyen, le discours qu'il va avoir, c'est un peu en mode genre je déteste Netanyahou, il fait beaucoup de mal. C'est horrible ce qui se passe à Gaza, je dénonce, mais ils sont quand même en mode matrixés de fou par le 7 octobre, ils sont quand même globalement pro-israéliens parce que c'est le discours majoritaire quoi. Bah vendredi j'étais à Tzedek qui sort son bouquin. Alors, Tzedek vous connaissez, c'est ce fameux collectif juif décolonial pro-palestinien qui à la base a été fait avant le 7 octobre. Hein. C'est pas censé être un c'est collectif juif décolonial. À la base, ils s'inscrivent plus dans l'antiracisme politique, etc. Évidemment, ils sont antisionistes, mais c'est ce qu'ils expliquaient. Leur antisionisme est plus une conséquence de leur position antiraciste de base, quoi. Euh, voilà. On m'a déjà traité d'antisémite avec mes streams pro-palestiniens. Les fois où je me suis pris les insultes les plus violentes sur Twitter, quasiment, c'était des moments où j'avais dit un peu en tant que juif ou en tant que descendant de déporté, quoi. J'avais un peu fait valoir ma judéité pour dire que ça me dégoûtait tout ce qui se passait auprès d'Israël et tout. Il y a tout un tas de sionistes hardcore, totalement matrixés, qui sont venus, qui m'ont insulté, qui étaient en mode genre, eh bah, t'es descendant de déporté, toi, bah ouais, il devait être capot dans les camps. Traître à ta race, c'était vraiment ça, hyper violent, hyper violent. Vraiment. Alors, c'est pas la majeure partie des juifs français sont pas comme ça, quoi. Mais il y a un truc intéressant, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Même Finkelkraut, il y a pas longtemps, il a pris des positions pour dire c'est insupportable, j'ai mal au cœur, j'ai honte de mon peuple. Quand j'essaie juste de critiquer Netanyahou, on me traite d'antisémite. On me dit que je suis un traître à mon peuple. On parle de Finkelkraut, quoi. Je veux dire, même des gens comme Tzedek, ils en avaient parlé quand j'étais parce qu'ils présentaient leur bouquin, ils ont discuté pendant 1 heure, c'était hyper intéressant. Et donc Tzedek, ils étaient en mode c'est super dur pour nous d'avoir cette position-là sur la Palestine, parce qu'à un moment donné, on perd des amis d'enfance, on se coupe d'une partie de nos familles et tout, c'est dur, quoi. Et je veux dire, même un mec comme Finkelkraut, qui lui est un sioniste, c'est pas le plus matrixé, c'est pas un pro-Netanyahou, lui, c'est pas un suprémaciste juif qui serait prêt à aller coloniser la Cisjordanie. Lui, il est pas sur cette ligne-là, mais c'est quand même un sioniste de fait, quoi. Vous voyez? Bah même lui, il est en mode, il a un discours presque un peu pareil. Et j'ai vu ça, j'étais en mode genre, waouh, ça en dit long. Même lui, il est en mode genre, j'essaye juste de critiquer un peu Netanyahou et je me fais traiter de traître et d'antisémite par des gens qui sont plus sionistes que moi, quoi. Même un mec comme Netanyahou qui est déjà un sioniste, quoi. Vous voyez? Et c'est ça à toutes les étapes, quoi. C'est ça à toutes les étapes. Et donc, je veux dire, il y a un tel endoctrinement et embrigadement que. De toute façon, c'est un truc très simple. Il y a un truc très simple chez les Juifs de France, j'ai l'impression, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, c'est tu t'embrouilles à table avec tes darons en parlant d'Israël quand t'es jeune et que t'es un peu pro-palestinien, à différents degrés. Tous les gens que je connais, ne serait-ce qu'un parent juif à qui j'en ai parlé, tous sans exception. Moi, je me suis embrouillé à table avec mon daron en parlant d'Israël, de la Palestine, de l'antisémitisme, etc. Une de mes meilleures amies qui est juive et sa sœur, elle a rejoint Tzedek et tout. Ils étaient en mode, ils sont grave embrouillés avec leurs parents à table et du coup maintenant ils parlent même plus de ça parce que c'est pas possible quoi. Elle a de la famille en Israël et tout. À un moment donné, il y a très longtemps, il y a 15 ans, elle m'avait parlé de ça, elle m'avait dit moi ma famille je vais plus la voir en Israël, la dernière fois que je l'ai vu juste ils sont trop racistes, c'est pas possible quoi. Et c'est dur tu vois quand t'es un juif de France qui a rien demandé, qui est pas très politisé, t'as un truc en mode l'air pas de famille, c'est hardcore quoi. C'est hardcore quoi. Et à travers ça tu vois bien l'endoctrinement quoi. Même des gens qui sont pas si juifs que ça entre guillemets quoi. Bah, pareil une pote à moi qui est la meuf d'un pote qui a juste un de ses deux parents juifs qui est assez loin de tout ça mais qui est quand même qui a quand même sa mère ou son père, je sais plus, qu'un de ses deux parents qui est juif. Et c'était en mode genre, bah voilà, même, ils parlent pas énormément de ça, mais ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés dans les repas de famille en parlant d'Israël, d'antisémitisme, de la gauche, de LFI, etc. etc. Quoi. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas un juif en France qui, là, à l'heure actuelle, s'il est un minimum pro-palestinien, c'est pas embrouillé avec des gens proches de lui, parce qu'il y a une espèce d'endoctrinement à côté de ça. Quoi. Il y a aussi un côté où il y a plein de juifs en France qui sont matrixés à raison par l'antisémitisme, parce qu'il y a un côté où effectivement toute cette merde là que fait Israël, ça produit de l'antisémitisme, du complotisme, de tout ce qu'on veut. Quoi. Donc c'est un sujet guépier, et il y a énormément de juifs de France pro-palestiniens, même à différents degrés, hein, pas les plus antisionistes, les plus solides possibles, quoi, qui sont là en mode c'est dur. Quoi. C'est dur parce qu'il y a un endoctrinement où la norme, en fait, quand tu es un juif en France, c'est de se dire bah oui, Israël, c'est notre pays, c'est notre peuple. Il y en a plein qui ont de la famille en Israël directement, etc. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le minimum, c'est soit vraiment tu t'embrouilles, t'es en rupture familiale. Alors, c'est pas, je sais pas dans quelle mesure, avec dans les proportions, quel juif est sioniste, n'est pas trop sioniste, etc. Quoi. Mais genre, le minimum syndical, quand t'es un peu pro-palestinien, que t'es un juif en France, ou ne serait-ce que t'as une personne juive dans ta famille, c'est t'embrouiller à table, quoi. T'embrouiller hors pas de famille à la fin de ne plus savoir ce que tu dois faire, quoi. C'est dur. C'est dur. Je peux plug mon entretien avec Tzedek, il parle de ça un moment dans l'entretien justement. Ah ouais, avec plaisir, je savais pas que t'avais interviewé Tzedek il y a pas longtemps, Kron. C'était à l'occasion de la sortie de leur bouquin. Trop bien, trop bien. Moi je trouvais ça vraiment bien, tout leur petit talk, puis après en plus il y avait des bons concerts, de la bonne musique. Alors, j'ai pas eu l'occasion de parler avec Jonathan Ruff qui était présent, avec qui on a une pote en commun. Mais parce il était occupé, vraiment il y avait 10 000 personnes avec qui il parlait quoi. Mais ok. Ah trop bien, la vidéo est shadowban, c'est pour ça, et le son est pas ouf, désolé d'avance. Mais c'est pas grave ça. C'était qui du coup que t'as eu? Tzedek c'est quoi? Avec Eli et Mathis, attends. C'est lesquels? Ouais, bah ok, Eli, il y était à. Je crois que c'est lui, Eli, ouais. L'autre, il n'y a pas d'image. Eli, il y était à la table ronde. À l'événement de Tzedek, je l'ai vu.
Trop bien, trop bien. Bah vas-y, on va finir là-dessus. Je fais la petite reco, puis après on va passer à l'autre dernier sujet. Ah, j'aimerais bien aussi les inviter, Tzedek, un de ces quatre, pour la sortie de leur bouquin, peut-être Jonathan Ruff ou quoi. Parler aussi un peu de. Ce serait l'occasion de parler un peu de moi, mon propre rapport à ma judéité, qui est. Voilà, est-ce que je suis légitime à parler de ces sujets-là et tout, ça peut être vraiment très très intéressant. Salut BAMF18, comment ça va? Bonjour BAMF18. Ça va aujourd'hui? Moi ça va, on parle de sujets un peu rudes, je suis fatigué, je commence à avoir faim. Mais ça va très bien. Allez, tout le monde dit bonjour à BAMF18 et puis je vous mets le lien de l'entretien de Krone avec hop là, avec Tzedek. Je pense que c'est très très intéressant. Allez-y les yeux fermés, Tzedek qui sort son bouquin là, donc c'est un collectif de juifs décoloniaux, antisionistes, tout ce que vous voulez. Très base, et justement il parlait de ça, à quel point quand ils ont leur position et que t'es un juif français, normalement t'es minoritaire en fait, de fait t'es minoritaire, et derrière ça il y a un embrigadement qui dure depuis des décennies et des décennies, et c'est pour ça que c'est un sujet difficile, quoi. C'est un sujet difficile, voilà. Et c'est pour ça que parfois aussi quand t'es juif, t'as une appréciation du terme sioniste qui est un petit peu différente des gens qui sont pas juifs, quoi, parce que pour beaucoup de juifs, sioniste ça veut pas dire je soutiens le génocide. Et pour beaucoup de pro-palestiniens, sioniste, ça veut dire il soutient le génocide. A raison en soi. Mais vous voyez, c'est des sujets que, quand on prend la sensibilité des juifs français en moyenne, c'est un bourbier cette histoire, c'est un bourbier. C'est vraiment un bourbier. Donc je vous mets le lien de la vidéo justement de Tzedek, ça fait partie des collectifs, des organisations qui peuvent permettre d'assainir un petit peu tout ce bourbier et avoir des clés de compréhension. Donc force à eux, force à Krone d'avoir fait cet entretien. Allez-y, les yeux fermés, et puis voilà, on va essayer de continuer à parler de tous ces sujets-là, au moins de temps en temps sur la chaîne, parce que voilà, même si là on est un peu sorti de la séquence post-7 octobre où tout le monde en parlait tout le temps, bon bah voilà, c'est aussi à nous autres, créateurs de contenu, etc., de continuer à en parler. Sans ça, au bout d'un moment, bah voilà, quoi. Sans ça, on perd, quoi, tout simplement.